Bonsoir. Après le Mali et la Guinée, l'Afrique de l'Ouest connaît un nouveau coup de force et cette fois c'est au Burkina Faso. Un coup d'État après coup d'État, la stabilité de la sous-région ouest-africaine semble-t-elle menacée? Eh bien, on va en débattre dans quelques instants. Et ce soir, il sera question de la crise du secteur de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Notre invité du talk est Lassana Azoré, il est président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, nouvelle semaine qu'on espère sous les meilleurs auspices pour vous et pour nous. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, merci de choisir les programmes de Live TV. Le Live Talk avec ce soir comme chroniqueur, monsieur Alain Toussaint à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Bien le week-end, monsieur Toussaint Alain? Ça va, un peu attentif à ce qui se passait à Ouaga. Exactement, voilà. Exactement. Attentif, vous nous direz pourquoi. Bien sûr. Élisée Boulougbe, bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Brice. J'irais beaucoup mieux si on n'était pas dans cette atmosphère que nous savons tous. Ben, nous continuons de garder la foi, espérant que les choses rentrent vite dans l'ordre. Très bien. Ça annonce déjà les couleurs de ce qu'on va entendre sur le plateau à propos de notre petit débat. Et je vous le disais, donc, nous accompagnons ce soir monsieur Zoré Lassane. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être dans notre compagnie ce soir. Mali, Guinée, Burkina Faso, une série de putsch en l'espace d'un an, tous en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il donc de la stabilité de la sous-région plus tard? Et bien déjà, le sentiment que vous avez, messieurs, tous les trois sur ce plateau, après avoir entendu ce qui se passe au Burkina. Je vais commencer par vous, monsieur Zoré. Oui. Ben, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est en train d'être encerclée par des putschistes. Et ça devient inquiétant. Voilà. Bon, mon œil de caricaturiste m'inspire peut-être des dessins là-dessus. Voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment inquiétant. Voilà. Très bien. C'est vrai que je me dis qu'avant la fin de l'émission, on va vous poser une fiche avec un crayon. On ne sait pas ce que ça va donner. Élisée Boulougbe, vous, je sais que vous êtes très remonté. Je pense que vous le dites. Ce grand sourire. Non, je comprends aisément que vous le dites par mes prises de position. Toujours ici, sur toute la question concernant toujours les prises de pouvoir par la force. Moi, je suis en tout cas entièrement contre. Quelles que soient les raisons ou les motifs qu'on évoquera, pour moi, ça ne justifie pas qu'on prenne le pouvoir par ce mode-là. Donc, vous imaginez aisément que je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. D'aucuns diraient que c'est parce que je suis à Abidjan que je pense ainsi, mais je reste fondamentalement convaincu. Et les preuves foisonnent que toutes ces prises de pouvoir par la force et autres, on a vu les résultats que ça a donné, à l'exception, très souvent quand on le dit, certains nous opposent la gestion de Rawlings, mais ça date de quelle année? Et au prix de combien de situations? On le sait. Donc, sinon, après ça, tout ce qui a suivi, on a vu comment c'est fini. On a vu ce que ça donnait comme résultat. Donc, aujourd'hui, je ne vois pas qui viendra me convaincre que prendre la prise du pouvoir par les armes répond à une nécessité absolue et qu'il fallait le faire et autres, tout ça. Moi, je suis entièrement contre. Et vous imaginez aisément que je suis l'une des personnes vraiment les plus malheureuses ce soir devant cette situation qui prévaut au Burkina. Je vais trouver des gens que cette situation-là ne dérange pas comme vous tout à l'heure. Je reviendrai à vous, Élisée Boulougbe. Alain Toussaint, en 2022, encore un coup de temps en Afrique. Hélas, c'est encore en Afrique francophone. Ce qui veut dire que nos pays n'en ont pas terminé de se construire. Mais ce soir, je voulais dire qu'en fait, ce qui s'est passé à Ouaga est surtout la victoire des djihadistes. Parce que le président qui a été renversé a, semble-t-il, échoué à combattre ces forces du mal. Et depuis des années, les terroristes endeuillent le pays. On a quand même plus de 2000 morts, 1,5 million de personnes déplacées. Donc, cette crise a pesé sur la gouvernance. Et face à la situation, l'armée qui a subi beaucoup de pertes a estimé qu'il fallait mettre fin à ce régime-là. Et je pense qu'en tant qu'Ouest-Africains, en tant que voisins du Burkina Faso, nous sommes
attristé, mais surtout préoccupé. Très très bien. Préoccupé par ce qui se passe dans ce pays. On aura l'occasion d'en parler justement de pourquoi ça fait peur, pourquoi cette situation préoccupe. On va regarder la déclaration lue donc par un des porte-parole de ce mouvement de soldats au Burkina Faso. C'est maintenant. Citoyenne, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation et suite à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, a décidé d'assumer ses responsabilités devant l'histoire, la communauté nationale et internationale. Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré ce 24 janvier 2022. C'est de voir ce genre d'image encore de militaires dans une télévision nationale en train de... Ça rappelle le triste souvenir. Hein. Oui, tout à fait. On parle de recul de la démocratie, Alain, tout ça? Oui, c'est l'un des éléments qui peut nous amener à dire que la démocratie recule, mais c'est la conséquence aussi d'une série d'actes de mauvaise gouvernance. Il faut rappeler que l'Afrique de l'Ouest s'est caractérisée ces 20 dernières années par des atteintes à la démocratie, à la pratique démocratique, des atteintes aux droits de l'homme, par le non-respect des textes constitutionnels dont la plupart des pays se sont dotés. Et donc cela a contribué à fragiliser les institutions. Alors un groupe de soldats prenant prétexte de la situation d'insécurité, ce qui est réel d'ailleurs, mais on a vu l'incapacité, le manque de moyens du gouvernement burkinabé à combattre les terroristes. Et ceux qui sont souvent amenés au front ont décidé aujourd'hui de reprendre les choses en main. On condamne cela, mais c'est la conséquence d'une situation qui est aussi le résultat d'une gouvernance qui peut porter à caution. Les militaires disent prendre leurs responsabilités devant l'histoire, disent également que le président Roch Marc Christian Kaboré a peiné à unir les Burkinabés. On peut estimer que et d'ailleurs on l'a vu, hein, que ces prises de pouvoir-là sont souvent saluées par la population. Élisée Boloubou. Je vous disais que je trouverais des personnes que ça réjouirait. Ben, moi, je voudrais revenir un peu sur, comme vous le disiez, hein, ce qui a été dit par le porte-parole de la junte qui aujourd'hui a pris les affaires, le contrôle de l'État au Burkina Faso, notamment que le président n'a pas été capable d'unir le peuple. Moi, je me pose bien la question de savoir si c'est en prenant ces armes-là que le peuple sera uni. Cette action-là même contribuerait encore à diviser davantage le peuple. Je ne pense pas que ce soit la voie par laquelle véritablement on peut unir un peuple. Ça, c'est pas ça. L'histoire, on va pas réécrire l'histoire. L'histoire nous a montré que ces gens de prise de pouvoir n'ont jamais contribué, en tout cas pour la plupart des cas, rarement peut-être, mais pour la plupart des cas, n'ont jamais contribué à unir les peuples. Bien au contraire, ça a contribué à les diviser. Maintenant, quand on parle de l'incapacité à pouvoir combattre l'insécurité, le djihadisme et autres, mais moi je pense que les responsabilités sont un peu partagées. Même c'est vrai que le pouvoir a ses responsabilités et ça, personne ne pourrait le nier ici, parce qu'il y a eu des moments quand même où l'armée a crié, a levé de la voix, parce que vous dire qu'elle n'avait pas suffisamment de moyens. Ça, c'est une réalité aussi. Mais en même temps aussi, les quelques moyens qu'on avait, est-ce qu'on les a utilisés de façon efficiente comme il se devait? Parce que c'est aussi le rôle régalien de l'armée de pouvoir être au devant. Quand des populations sont obligées de s'ériger en groupe d'autodéfense et qui même prennent plus d'allant dans la gestion de la sécurité dans le pays, plus que l'armée. Il y a un problème aussi, c'est-à-dire quelque part, arrivé un moment aussi, il y a une démission. Donc, les responsabilités sont partagées. Il ne faut pas juste lever et puis dire non, que c'est parce qu'on a estimé qu'on n'avait pas suffisamment de moyens, ou bien que le président n'a pas suffisamment fait qu'on est arrivé là. Si même, c'est vrai qu'à quelques niveaux, on se rend compte qu'il y a eu des choses qui auraient dû être faites qui n'ont pas été faites, mais en même temps aussi, je pense que l'honnêteté voudrait qu'on se mette en face de son miroir et qu'on se dise que est-ce que nous, en tant que soldats, on a dû faire réellement ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent? Ça aussi, la question reste posée. Mais surtout qu'en face
quand on parle de ce fameux combat contre les djihadistes, en face, on n'a pas une armée régulière constituée qu'on a en face. Des personnes qui procèdent de temps en temps comme une guérilla, des escarmouches qui surprennent les populations, qui font exploser des engins. Cette lutte-là, il faut le reconnaître, elle est très compliquée quand même, Amédée. On parle de guerre asymétrique. C'est ça. Voilà, c'est ça. Si je peux me prononcer un peu là-dessus, bon, moi je pense que je suis vraiment très déçu par ce qui se passe, pour la simple raison que le président Roch a été élu il n'y a pas si longtemps que ça. On pouvait dire que c'est la démocratie qui était en marche. Pareil au Mali, voilà, il avait été élu aussi. Et lorsque j'observe lorsque j'observe toutes ces actions de coup d'État, je me dis, mais c'est l'Afrique de l'Ouest même qui a échoué même dans son ensemble. Bien sûr. Et pour moi, ce n'est pas le coup d'État qui va régler le problème. Parce que dans tous les cas, après ils vont revenir à la réalité. Hein, ils vont se rendre compte que le vrai combat, c'est contre les djihadistes. C'est vrai que quelquefois, les présidents en Afrique, à un moment donné, ne font pas l'affaire du peuple parce que, bon... mais ça, c'est quand même difficile de gérer, ne serait-ce qu'à notre modeste niveau. Lorsque nous gérons une entreprise, c'est difficile déjà même de canaliser tous ceux qui travaillent même dans l'entreprise. Alors, vous imaginez, lorsque vous gérez des millions de personnes, on ne sait pas qui est content, qui n'est pas content, etc., etc. Il y a eu des manifestations ces temps-ci, parce qu'il y a eu un ras-le-bol par rapport à l'insécurité. Je crois que les militaires se sont engouffrés dans la brèche pour pouvoir faire le coup d'État. Sinon, bon, après, on peut dire beaucoup de choses. Hein. Cet après-midi, j'ai parlé pendant une trentaine de minutes avec un ami et frère burkinabé. Mais on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Parce que moi, je reste convaincu que ce n'est pas la solution. Et cet ami-là, lui, pensait que c'était la solution, par exemple. Il dit qu'il n'est pas contre, sans pourtant être pour. Il dit qu'il était plutôt nuancé. Il ne condamne pas. Voilà, il ne condamne pas. Il l'observe. Voilà, exactement. Mais il n'est pas contre. Ceci est d'autant plus préoccupant que on se souvient encore des conditions dans lesquelles le président Blaise Compaoré a quitté le pouvoir suite à une révolution populaire qui a été qualifiée et qui est qualifiée aujourd'hui jusqu'à plusieurs d'historique d'une révolution salutaire. Mais il s'en est fallu juste quelques mois après le départ de Blaise Pascal. Blaise Compaoré. Ça aussi, c'est vrai aussi. Voilà, Blaise Compaoré. Pour qu'on se rende compte que cette révolution qui avait été qualifiée de révolution salutaire et autres, tout ça, tout de suite commence à être grippé. Au point où ceux-là même qui avaient mené le ballet citoyen et autres, tout ça, il y a eu même des frictions à l'intérieur et autres. Aujourd'hui, même certains sont taxés d'avoir contribué d'une manière ou d'une autre à l'instabilité du pays et autres. Et même dans cette poursuite-là, on est arrivé à des élections. Christian Kaboré, qui était considéré comme le Messie, celui-là qui venait tout remettre à plat, aujourd'hui, le voici qui est en train d'être déposé par des militaires. Donc, quand on regarde, ça, on est en train de parler d'une... On est en train de parler d'une situation qui n'a même pas dépassé 10 ans. Hein. Je crois que Blaise Compaoré a été déposé en 2014. Christian Kaboré a été élu, je crois, en 2016 ou quelque chose de ce genre, un an et demi ou 2 ans après. Il a fait un seul mandat. Voilà. Et aujourd'hui, il est en train d'être déposé alors qu'il n'a même pas encore fini son mandat. Il a été déposé, en fait. Voilà, il a été déposé. Parce qu'encore à un moment donné, la situation... Exactement. Moi, j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Regardons par exemple ce qui se passe en France. Je crois que la politique du président Macron est beaucoup décriée. C'est ça. Mais les gens attendent patiemment d'aller dans les urnes pour éventuellement sanctionner ou réélire le président. Mais pourquoi est-ce qu'on n'attend pas qu'il arrive à la fin de son mandat pour pouvoir... le sanctionner par les urnes, de façon démocratique. C'est ça la démocratie. Mais j'ai l'impression qu'en Afrique de l'Ouest, c'est un peu compliqué quand même. C'est ça. Là, on fait bien de préciser Afrique de l'Ouest. Hein, puisqu'en Afrique australe, quand on prend... Oui, ils sont beaucoup plus avancés quand même dans la démocratie. Plus avancés, mais tout à l'heure, j'ai parlé de la fragilité des institutions. Quand vous avez des institutions qui ne sont pas solides, alors forcément, le jeu démocratique s'en trouve faussé. Il y a un fait qui m'a quand même choqué. La semaine dernière, il semble qu'il y avait une tentative de coup d'État. C'est ça. Et comme réponse, les autorités n'ont pas trouvé mieux que de couper l'accès à l'information, les réseaux Internet. Moi, je pense que quand même, c'est une grave atteinte. Et c'est tout ça aussi qui cristallise la colère des populations. Donc, quand des militaires se lancent dans une aventure pour renverser un pouvoir, fut-il
issus d'un processus démocratique, il s'en trouvera personne pour se lever pour dire non, on condamne, etc. Parce que c'est quand même le droit minimum. Vous ne pouvez pas dénier ce droit aux citoyens. Vous voyez, pour des raisons, des impératifs de sécurité, on peut dire, etc. Mais on a aujourd'hui les moyens de surveiller des groupes à risque, etc. Et malheureusement, c'est le travail des ex-colonies françaises. Quand il y a des élections dans un pays, on coupe l'Internet. Dès qu'il y a une tension dans la population, on restreint l'accès à l'information, etc. À un moment donné, ça suffit. On est contre les coups d'État parce que c'est un recul pour nos sociétés. Je pense que surtout le Burkina... C'est pas lié à l'Afrique seulement. Oui, mais bon... La Birmanie aussi. Oui, mais la Birmanie, c'est loin. Moi, je préfère me préoccuper des problèmes de mon voisin que d'aller chercher à 10 000 km à Minana, ou enfin la capitale. Là, ce qui se passe là-bas, c'est bien. Voilà, c'est ça. Bon, mais le Burkina c'est un pays voisin. Ce qui se passe là-bas nous concerne en premier lieu. Ah ben ça, vous l'avez dit. Et la communauté burkinabé qui est dans notre pays fait partie de cette communauté ivoirienne. Et ce qui les concerne nous concerne aussi au premier chef. Nous concerne d'autant plus que le Burkina Faso est un voisin direct. Et quand on fait aujourd'hui la petite carte, permettez-moi de choisir cette expression des coups d'État, on a Guinée, Mali, Burkina Faso. Tous des pays frontaliers de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ça devient contagieux. On se pose des questions. Ben oui, on a juste les deux anglophones, la Ghana, Libéria, qui nous donnent un peu d'air. Mais on parle aujourd'hui du variant Assimi. Assimi Goïta. Oui, et là, il faut travailler rapidement pour revenir rapidement, par exemple, pour pas que ça donne des idées, c'est ça? Oui, non, c'est-à-dire qu'il faut travailler à construire la bonne gouvernance, le dialogue et la démocratie. Lorsqu'il y a des tensions au Burkina, pourquoi la CEDEAO n'a-t-elle pas eu l'idée d'amener une mission dans le cadre d'une diplomatie préventive pour parler déjà avec les autorités, etc. Mais ça allait très vite en ce moment aussi. Oui, mais il faut être réactif. Je suis désolé, mais il ne faut pas attendre que les événements aient lieu pour se mettre en docteur après la mort ou bien pompier après l'incendie. Voilà, parce que là, ils ont produit des communiqués. Moi, je les lis, je trouve ça indécent, franchement, excusez-moi. C'est bien, ils ont le droit de réagir. Mais lorsqu'il y a des soucis dans un pays, il faut aller, même sur la question du terrorisme, il aurait fallu dépêcher des missions sur place, déjà, surtout ces derniers 10 jours, pour parler et à la fois aux autorités et avec les militaires qui se plaignaient. Alors, dans le meilleur des mondes, imaginons ce qui pourrait se produire là, qu'aujourd'hui, le nouveau mouvement, le MPSR, qui a pris le pouvoir pour décrier toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle irait combattre les djihadistes maintenant? Non, déjà, ils ont suspendu la Constitution, ils ont dissous l'Assemblée nationale, donc j'imagine qu'on va avoir un processus électoral qui va s'ouvrir. Moi, je fais confiance aux Burkinabés. Mais les djihadistes, ils n'attendent pas ça. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais eux, c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs, c'est de déstructurer l'État. Moi, je crois que ce qui serait logique, honnêtement, ce qui serait logique de la part des putschistes, ce qui serait logique de leur part, c'est d'engager des moyens colossaux et de combattre le djihadisme de façon frontale. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord, ou bien du moins qu'on a déposé Roch Marc Christian Kaboré, parce qu'on estime qu'il ne faisait pas suffisamment pour combattre, pour combattre cette insécurité-là. Donc, ce qui serait logique aujourd'hui, ce que nous, on serait en droit d'attendre d'eux, c'est de mener des actions qui vont véritablement contribuer à repousser, en tout cas de façon significative, le terrorisme au Burkina Faso. Ou si nous référons à ce qu'ils disent dans leur communiqué, ils disent il a échoué à unir. Donc peut-être qu'ils vont se lancer dans un processus de réconciliation entre les Burkinabés. Ça va prendre du temps. Mais là, je crois que, comme dirait Macron, c'est la peau des perlimpinpins. Moi, je pense, parce que ce qui est primordial actuellement, c'est la sécurité du Burkina. C'est ça. Et eux, ce sont des hommes en armes. Comme il disait tout à l'heure, là, je crois que ce qu'on attend d'eux, c'est de sécuriser le pays. Voilà, parce qu'en temps, il y a plus d'1 million de déplacés. Voilà. Et puis déjà 2000 morts. Ouais. Mais je pense que on verra bien leurs intentions. Déjà, ils ont annoncé une période de transition qu'ils vont préciser, un agenda, un calendrier. Et je pense que pendant qu'ils seront en train d'apprendre à faire la politique, ils feront aussi la guerre aux djihadistes. C'est pas ils savent faire la guerre déjà, je pense. Ils peuvent le faire concomitamment, comme on dit. C'est un mot qu'on connaît bien. Mais micro-solution qu'on a recueilli pour vous, on regarde et on revient sur le plateau. Je pense que pour éviter les coups d'État en Afrique de l'Ouest, il faut que les présidents élus qui sont en exercice respectent d'abord, primo, la constitution du pays. Deux, lorsqu'ils sont en fin de mandat, qu'ils libèrent carrément
le pouvoir pour donner à celui qui a gagné les élections, les nouvelles élections, de pouvoir s'installer. Mais ne pas embrigader le pouvoir. Mettre coup d'État en Afrique de l'Ouest, c'est l'attente. C'est comme une famille. S'il y a l'attente dans la famille, il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas de palabres. En fait, le problème de l'Afrique, chacun lutte pour sa poche, en fait. Il faut penser d'abord aux intérêts du peuple. Les dirigeants politiciens doivent discuter entre eux pour trouver des solutions pour éviter les coups d'État en Afrique. Cela au niveau des dirigeants en fait. Il faudrait que les dirigeants s'asseyent pour discuter, trouver un bon point d'entente pour essayer de résoudre cela. Dit au président de respecter les constitutions que eux-mêmes ils ont créées depuis fort longtemps. Ils n'ont qu'à respecter ça. Pour mettre fin au coup d'État en Afrique, les gouvernements doivent respecter les constitutions en place en fait. Il faut respecter le droit des peuples en fait. Pour mettre fin au coup d'État en Afrique de l'Ouest, je crois que le gouvernement doit respecter le choix du peuple. Parce que sans le peuple, il n'y a pas de gouvernement. Bien sûr, on dit gouvernement, mais c'est le peuple qui est sous la domination du gouvernement. Donc je crois que les chefs d'État doivent non seulement penser au peuple, mais aussi penser au choix du peuple. Je crois que les militaires doivent utiliser plus de la communication au lieu de la force pour que les choses aillent bien, puissent avancer, pour que tout le monde puisse avoir la paix. Oui, je crois que tout le monde aura remarqué la couleur des cheveux. C'est clair. C'est la femme de Hulk. Ça, c'est le caricaturiste qui en parle. Non, mais pour revenir à ce qu'on disait, quand on entend les réactions, aujourd'hui, c'est la notion même de coup d'État, permettez-moi l'expression, ne choque plus. C'est bizarre, ça, quand même. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, particulièrement. Je pense que, comme il a dit, en Afrique australe, ça serait beaucoup plus choquant. Ouais. Voilà. En Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on imagine aujourd'hui même qu'on va même chercher des raisons pour dire que les gouvernants sont peut-être responsables de ce qui leur arrive. Voilà, ils lient leurs propos à des faits politiques. Ils disent qu'il y a des coups d'État parce que ceux qui sont au pouvoir ne respectent pas la Constitution. Moi, je pense que c'est symptomatique même de l'état d'esprit de la plupart des populations d'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que parce qu'on estime que les présidents ne font pas ce qu'ils doivent faire, et c'est juste, souvent à justice ou à tort, mais souvent aussi c'est juste, que les présidents ne font pas ce qu'il faut faire. Mais est-ce que le coup d'État, c'est la solution? Mais c'est ce que je dis. Est-ce parce que les présidents ne font pas ce qu'ils doivent faire qu'il faut qu'on fasse un coup d'État? Parce que là, dans tout ce qu'on a entendu avec les solutions, la plupart du temps, non, il faut qu'on respecte la Constitution. Moi, je suis entièrement d'accord avec eux et je soutiens. On ne peut pas se doter d'une Constitution et puis refuser de l'appliquer. Ça ne sert absolument à rien. Mais en même temps aussi, il faut qu'on mette devant les militaires leurs responsabilités. Leur responsabilité, ce n'est pas de gérer le pouvoir d'État. Leur responsabilité, c'est de nous assurer la sécurité à nos frontières et la sécurité pour le mouvement des personnes et des biens. Ça aussi, il faut qu'on leur dise. Il faut qu'ils le comprennent. C'est leur rôle, ça. S'ils ne peuvent pas assumer ça et qu'ils viennent dans le jeu politique, ce n'est pas là leur place. Il faut qu'on leur indique là où se trouve leur place. Quand ils sauront que la population leur indique leur place et que chaque fois qu'ils viendront au pouvoir, il y aura des gens pour se braquer devant eux, pour leur dire qu'on n'est pas d'accord, ils finiront par comprendre que la solution, c'est peut-être pas de prendre les armes. Parce que ce qui se passe, si aujourd'hui il n'y a pas de réaction, vous vous souvenez très bien, Brice, il y a quelques semaines sur ce plateau ici, on parlait même de la Guinée et du Mali, et j'étais en train de dire qu'il faut qu'il y ait plus de fermeté, aussi bien de la communauté internationale que même des populations elles-mêmes. Parce qu'il arrivera un moment où on sera tous devant une situation catastrophique, parce que ça aura servi de leçon, ou du moins ça aura servi d'exemple aux autres pays. Je n'ai pas fini ma phrase. Aujourd'hui, voilà, nous sommes au Burkina. Et la dernière fois, je posais la question, à qui le tour? Donc là, je pense qu'on est tous devant une réalité. Il faut que, au-delà des déclarations, des actes concrets soient posés pour montrer à ces hommes en armes-là que c'est vrai peut-être qu'ils détiennent des armes, mais ils détiennent des armes parce qu'il y a des populations et parce que les populations leur ont donné ce mandat-là de détenir des armes. Donc, à un moment, il faut qu'ils fassent ce qu'on leur donne les armes. Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas stigmatiser les hommes en armes, pas seulement ceux du Burkina, mais de tous nos pays de la sous-région. Je pense que ce sont des professionnels, des gens d'abord qui se sont engagés pour défendre leur pays, mais ils feront le travail dans les conditions les meilleures s'ils ont les équipements. Aussi. Voilà, on a plus ou moins déjà eu pas mal de littérature sur le sous-équipement, etc. Aux équipements. Moi, ce que je vous propose... Non, je ne pense pas que ce soit lié aux équipements. Je ne pense pas.
Voilà. Non, il faut des moyens, je veux dire. Des raisons, Oui, les c'est raisons peuvent être c'est clair. profondes. En tout Puisque cas, on dans le aura cas de l'occasion. Burkina, les gens On se aura, plaignaient beaucoup de ça. les gens On aura n'avaient pas l'occasion, les moyens. messieurs, d'en parler demain, parce qu'on a un rendez-vous sur la question, un nouveau spécial demain, sur la question. On saura, Zoré, si c'est des questions de moyens, d'équipement, parce que ça, Non, c'est entre également autres, mais je été pense que évoqué. voilà. Mais c'est pas forcément la raison. Après, certains ont imaginé qu'il y a même une main noire ou blanche. Suivez mon regard derrière tous ces mouvements. On aura l'occasion d'en Non, parler je pense qu'il ne faut demain. pas voler aux militaires burkinabés ce qu'ils ont fait. Je ne pense pas que ce soit des mains noires ou blanches. Ce On sont saura. des marionnettes, non, pas du tout. Très bien. Je ne pense pas. On en parlera demain. On saura si ces populations-là sont otages, parce qu'on ne sait jamais. Moi, vous savez, si quelqu'un dans mon quartier se proclame le roi de mon quartier avec toutes les armes, excusez-moi, je ne souhaiterais pas lui dire que je suis d'accord. Je peux l'applaudir dès demain, parce que j'ai peur. Non, mais parce que, en fait, le président n'a pas été élu à 100%. C'est ça. On est d'accord. Le président n'a pas été élu à 100%. Il a peut-être 54, 55%. Mais il y a une bonne partie qui n'est pas pour lui aussi. C'est ça. Voilà. Maintenant, les gens profitent de ces genres de cafouillages-là pour le déposer en parlant au nom du peuple. Moi, je trouve que c'est trop facile. Bien sûr. Voilà, donc c'est pour ça Demain, que on en saura plus. Ouais, Bon, monsieur Zoré, monsieur Bolugbo, monsieur... Après, il faut se dire, Alain Toussaint, par rapport à quelque chose qu'on dit en antenne. Appelez-moi Nicolas Pépé, j'ai déjà dit. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Je m'attendais à cette phrase-là. On va au Luvier entendu maintenant. donc après, tu vas à la Canade. Notre lu, vu et entendu du jour ou du soir vient de la une du quotidien L'Expression dans sa livraison de ce jour, lundi 24 janvier 2022. Face à la menace terroriste dans le Nord, Ouattara apporte la réponse sociale. Plus de 8 milliards de francs CFA à 19 812 jeunes, Patrick Hachi, aux populations, résister à la tentation. Voilà, on a... Alain Toussaint, c'est une solution ? Écoutez, c'est l'une des solutions, mais en tout cas, celle-là, elle est très importante parce que la riposte à la menace terroriste se nourrit d'enjeux économiques, sociaux, culturels et autres. Et on connaît tous la situation du nord du pays, d'ailleurs comparable un peu à ce qui se passe au Burkina, Mali. Et voilà, je pense donc que le gouvernement a identifié l'un des moyens de combattre le djihadisme. C'est de remettre les jeunes sur le chemin du travail, insertion professionnelle, financer des projets, et puis leur permettre d'être impliqués dans la vie économique de cette région-là. Lassane Zoré. Bon, les gens ont souvent accusé la loisiveté dans le recrutement des jeunes gens au djihadisme. Moi, je pense que ça, c'est l'une des solutions. Maintenant, bon, il faut veiller à ce que l'argent arrive véritablement là où c'est destiné. Et puis, parce que ça peut créer d'autres frustrations. Oui, ça peut créer d'autres frustrations, effectivement. Parce que ce qu'on a entendu dire, c'est que dans le nord de la Côte d'Ivoire, les djihadistes appâtaient les jeunes gens avec une moto et avec un peu d'argent. Voilà. Or, si ces jeunes-là sont mis dans des conditions où ils peuvent éviter de se faire acheter, bon, je pense que ça peut être l'une des solutions. Bon, ça n'empêche pas quand même que la sécurité au niveau militaire soit vraiment assurée. Très bien. Parce que, Élisée, on ne l'a pas suffisamment dit dans le cas du Burkina ou dans d'autres pays. Malheureusement, ces djihadistes-là bénéficient, c'est d'ailleurs pourquoi on parlait de la complication de la lutte contre ce mouvement-là, ces djihadistes-là bénéficiaient souvent de complicité des populations. Tout à fait. Oui, mais je pense que c'est ce que mes prédécesseurs, que ce soit le président Lassane Zoré ou Alain Toussaint, ont dit. Effectivement, ceux-là, ils se nourrissent un peu de la situation, de la situation sociale des populations, en fait. Et j'ai suivi l'intervention du Premier ministre à Toubou le samedi et j'ai écouté très attentivement le député de Teini, le député Ouattara Ouma, qui disait quelque chose de fondamental. Il disait que les terroristes, dans leur quête, ou du moins dans leur conquête de ces jeunes gens-là, proposaient soit une moto, soit 100 000 francs. Vous imaginez 100 000 francs. 100 000 francs pour enrôler des jeunes qui sont prêts à aller contre leur patrie et à aller même à la mort. C'est dire combien de fois, vraiment, la situation sociale est difficile. Donc, en décidant d'apporter une telle réponse, je crois que c'est une bonne solution que le gouvernement met en place. Et je crois que, comme Lassane le dirait, il faut veiller à créer toutes les conditions pour que tout ce mécanisme social qui doit être mis en place pour pouvoir permettre aux jeunes
de pouvoir avoir de quoi faire soit effectivement fait. Parce que c'est à ce prix-là que cette action importante que le gouvernement est en train de mener portera des fruits. Il faut vraiment qu'à ce niveau-là, on mette beaucoup plus d'accent sur le suivi et évaluation des projets qui seront lancés. Alain Toussaint, j'ai 30 secondes avant la pub. Oui, rapidement, dire que c'était important que le gouvernement aille mobiliser cette jeunesse-là pour la remettre sur le chemin du travail, parce que il y a quelques mois a été lancé le processus de la zone franche qui permettra de rapprocher le port d'Abidjan des pays de l'Interland, Mali, Burkina et autres. Donc on ne peut pas mettre une telle infrastructure économique sans sécurité. Et ces jeunes-là, demain, pour ceux qui ne le sont pas aujourd'hui, mais seront impliqués dans les emplois, dans la nouvelle vie économique. Donc il était vraiment important déjà que le gouvernement vienne poser les premiers jalons de la sécurisation du développement économique du nord du pays. Merci messieurs, on va à la pause, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité. Et vous imaginez bien qu'il y a un petit sourire, même si quelqu'un dirait la situation est très très grave. Bon, on sourit Après, ça sera la question de fin. Est-ce qu'on rit de tout? Vous avez déjà certainement rencontré cette question-là dans l'exercice de votre profession. Notre invité, je vous l'ai dit sur notre plateau ce soir, Monsieur Zoré Lassane. Il est président du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI. Monsieur Zoré, la presse papier ivoirienne, disons-le, traverse une grande crise. Vous l'avez annoncé le 17 janvier 2022. Et d'ailleurs, vous prévoyez même des journées presse mortes. La question, c'est qu'est-ce qui ne va pas? Merci. Bon, c'est tout un programme, mais si je dois étaler tout ça, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Mais je vais essayer de résumer. Pendant la crise militaro-politique, la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Et déjà, je prends le cas par exemple de mon groupe de presse qui tirait pratiquement à 25 000 exemplaires. Mais quand la Côte d'Ivoire était divisée de fait, on ne pouvait pas convoyer des journaux de l'autre côté au nord. Donc du coup là, j'avais perdu pratiquement 15 000, je dis bien, exemplaires. Lecteurs. Sur 25 000. Oui, c'est 25 000. Et déjà, Boaké même, ça englobait déjà les 5 000, et puis bon, le reste, on partageait ça dans le reste du pays. Alors, donc la crise a commencé à ce moment-là. Et Edipresse, qui est le distributeur, l'unique distributeur de la presse en Côte d'Ivoire, avait son réseau qui était installé jusque dans le Grand Nord. Mais lorsqu'il y a eu cette crise-là, cette crise militaro-politique, ces personnes qui les représentaient là-bas sont venues vers le sud ici. Donc, même quand la Côte d'Ivoire a retrouvé sa stabilité, le réseau n'a pas de place. Voilà, le réseau est resté comme ça, exsangue. Donc, ce qui a fait que c'était difficile de distribuer les journaux de l'autre côté. Ça, c'est d'abord l'une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que pendant tout le temps qu'a duré l'absence des journaux dans le Nord, ils se sont débrouillés comme ils peuvent pour s'informer. Ils se sont débrouillés comme... Donc ils ont acquis des habitudes. Donc, ce qui a fait qu'ils ne pouvaient plus... Lorsque les journaux ont repris leur distribution à l'intérieur du pays, ils avaient déjà leurs habitudes qu'ils avaient adoptées sur les réseaux sociaux ou encore sur l'Internet. On avait perdu comme ça une bonne partie de notre lectorat. En plus de tout ça, Edipresse, pendant la crise post-électorale, a été brûlée. Donc la flotte et tout ça, les véhicules et tout ça, rasés. Donc Edipresse est rentré dans une grosse crise, s'est débrouillé tant bien que mal de se remettre sur pied, mais Edipresse ne s'est plus jamais retrouvé depuis la crise militaro-politique. Donc voici un peu les raisons historiques de cette crise-là. Mais en dehors même de ça, il y a une crise mondiale. Il y a une crise mondiale du papier depuis l'avènement du numérique. Vous trouvez maintenant des journaux en ligne. Voilà. Donc ça aussi, ça a participé, puisque je le disais tantôt, que les gens ont modifié leurs habitudes de consommation. Et ça fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui vont sur le net ont des informations gratuitement. Donc ils ont dû délaisser la presse au profit du numérique.
Mais ce que l'on oublie, c'est que la plupart des articles qui passent sur le net, c'est souvent des reprises des articles que nous publions dans nos journaux. Donc ça aussi, c'est comme si les gens recevaient gratuitement les informations que nous avons dans nos journaux. Donc voici en gros ce qui a créé toute cette mévente-là et la crise dans notre secteur. Et pour ne pas arranger les choses, depuis le 1er janvier, il y a eu une augmentation du coût d'impression des journaux. Voilà, donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce qui nous a amené à organiser une assemblée générale extraordinaire. Et puis au cours de cette assemblée-là, on a décidé de faire une journée presse morte. Ok, moi j'ai deux préoccupations. La première, elle va prendre en compte votre chute. Vous aviez parlé de l'augmentation du coût d'impression. Qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Ça, c'est la première des questions. Oui. Et la seconde question, qu'est-ce qui a justifié que la subvention, l'aide que l'État apportait, surtout à l'impression, soit suspendue depuis quelque temps? Selon nos informations, cette aide-là est suspendue depuis bientôt, je crois, 3 ou 4 ans. Oui, 5 ans. 5 ans, voilà, 5 ans. C'est la 5e année. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Bon, je commence d'abord par cette question-là. Bon, il faut dire que l'aide à l'impression est adossée à des conditions. Et pendant les premières années de cette aide, c'est une subvention à l'impression. Hein. C'est-à-dire que l'État, pendant 6 mois dans l'année, paye l'imprimerie. Okay. Et puis les journaux peuvent paraître. Et puis bon, les 6 autres mois dans l'année, nous les supportons nous-mêmes. Ça nous aidait, bien sûr. Mais il se trouve que l'une des conditions que la quasi-totalité des entreprises de presse ne remplissent pas, c'est la condition de vente de 2000 journaux par les quotidiens et de 3000 journaux par les hebdomadaires. Mais je me demande si c'est vraiment la seule raison, puisqu'il y a, je crois, il y a 2 journaux qui remplissaient cette condition-là, mais qui quand même n'ont pas reçu la subvention d'impression. Est-ce que c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Parce qu'on imagine, on dit, bon, on n'arrive pas à vendre. On dit, bon, si vous vendez, vous avez la subvention. Vous n'arrivez pas à vendre, on vous retire la subvention. Bon, on peut voir les choses comme ça, mais en même temps, il faut se dire que la presse a un rôle d'utilité publique. L'État, dans la Constitution, l'État doit garantir l'accès à l'information partout en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ce rôle-là que nous nous jouons. Maintenant, si nous rencontrons des problèmes, qui n'est pas forcément de notre fait aussi, parce que Edipresse est presque en faillite, c'est la raison pour laquelle nous contestons un peu cette condition-là, de vente d'un certain nombre de numéros. Si Edipresse couvrait l'ensemble du territoire, on pouvait comprendre qu'il ait cette condition-là. Mais étant donné qu'Edipresse couvre à peine 40% du territoire, bon, nous on s'est dit que si les choses ne sont pas faites correctement, comment pouvez-vous mettre cette condition-là dans les conditions exigées? Est-ce que... On n'a pas fini la deuxième question. Alors, oui, donc, la deuxième question, l'augmentation... Voilà, qu'est-ce qui a justifié l'augmentation? Là, c'est plus facile. Il faut dire qu'à l'international, il y a un consortium du papier qui décide d'augmenter les prix. Il n'a jamais diminué les prix, ils ont toujours augmenté. Voilà. Donc tout le monde, je vais dire le monde entier supporte cette augmentation-là. C'est la raison pour laquelle en France, la plupart des journaux ont augmenté entre 20 et 30 centimes d'euros. Voilà, oui, 20 et 30 centimes d'euros sur le coût du journal. Ils ont pu répercuter cela sur leurs clients. Mais nous, aujourd'hui, avec les méventes, on ne peut pas le faire. On ne peut pas se permettre ce luxe-là. Alors moi, je vais vous poser quand même une question, revenir sur le fait que l'État lève un peu le pied dans le support qu'il peut vous apporter. Est-ce que cela n'est pas dû à votre perte d'influence? Dès lors que vous avez aujourd'hui des quotidiens qui vendent 200 exemplaires jour, celui qui vend le mieux, c'est Fraternité Matin, autour de 2000 exemplaires, je crois, et ensuite, ses poursuivants sont à 1 millier, d'autres à 600, etc. À quoi bon, dirait peut-être l'État, de financer des médias qui n'ont pas l'influence, quand je peux, dans le même temps, toucher des centaines de milliers de personnes via les réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le fait que vous n'avez plus l'attractivité
qui amenait le lecteur à aller vous lire, donc peut-être à être exposé à des messages du gouvernement ou même qui vous amenait d'abord de manière triviale à jouer votre rôle dans la construction de notre vie démocratique. Et la difficulté de cette question, c'est que vous devez répondre à cette question en moins de 2 minutes avant qu'on aille à la pub. D'accord, merci de mettre la pression. Oui, bon, il faut dire que, je l'ai dit tantôt, hein, le rôle de l'État, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient accès à l'information. Quand vous prenez l'ensemble de la presse, ça représente quand même un certain volume, même si individuellement, nous avons perdu vraiment de l'influence. Mais il faut dire qu'il y a des décisions aussi qui ont fragilisé notre écosystème. Lesquels, par exemple? Déjà, le fait qu'on ne nous subventionne pas, ça nous oblige, je vais dire un peu, à la mendicité. Puisque dans la loi sur la presse, il est même prévu une aide directe, mais ça, on ne l'a jamais reçu. Voilà. Parce que, bon, il s'est trouvé des personnes pour aller dire aux autorités que si on donne une aide directe, eh bien, ça ira dans la poche des patrons de presse. Mais ça, c'est archi faux. Peut-être que ça existait à une certaine époque, mais aujourd'hui, avec toutes les difficultés là, chacun est préoccupé de remettre sur pied son entreprise. Et puis, il y a le travail quand même des journalistes et de tous les autres qui travaillent dans la chaîne. Les obligations. Voilà. Donc, toutes ces obligations-là, je pense que lorsqu'on dit des choses de ce genre-là, ce n'est vraiment pas vrai. Très bien. Voilà. Je crois qu'une 45. On reviendra dessus. Oui. C'est battu au propre corps, monsieur Zoré. On marque nous une pause. Mais je n'avais pas fini. D'accord, vous aurez le temps de terminer tout à l'heure. On marque nous notre pause commerciale parce qu'il faut bien vivre. Tout à fait. Sinon, on va vous accompagner dans votre mouvement. Et on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk en compagnie de notre invité, M. Zoré Lassane. Il est président du GEPSI, c'est le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Juste avant la pub, nous évoquions le fameux point de ces conditions-là. Parce que je crois qu'elles sont au nombre de 13. De 13. Est-ce que vous respectez ces conditions? Nous respectons les 12, sauf la seule condition là, qui est liée à l'efficacité aussi des presse sur le terrain. Voilà, moi je pense que, moi je ne veux pas jeter la pierre à l'État, hein, donc je pense que, on va dire, Sedlex, Duralex, mais aujourd'hui, la presse, la Côte d'Ivoire mérite quand même une presse, hein, que ce que nous voyons là en ce moment. Je pense que dans tous les domaines d'activité, la Côte d'Ivoire est vraiment lancée sur le chemin de l'émergence, et puis apprendre que la presse de la Côte d'Ivoire tire comme ça le diable par la queue, parce que nous ne sommes pas aussi suffisamment protégés. Il faut dire quelque part que nos articles ne sont pas suffisamment protégés. On les retrouve sur les plateformes. Tout ça, c'est vrai. Même quand vous sortez votre journal le matin, il n'est même pas midi que vous retrouvez l'entièreté de vos articles. Mais ce problème n'avait pas été réglé avec ces éditeurs de sites. Non. Ça fait plus d'une décennie que vous... Ce n'est pas encore réglé. Ce n'est pas encore réglé. Il y a un vide juridique là, qui ne dit pas son nom, et qui fait qu'aujourd'hui, les gens vous piquent vos articles et vous les retrouvez là. Alors, avant que vous ne soyez sur ce plateau-là, il y a quelques jours, nous ici menions une certaine analyse sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Ivoirien ne se tourne pas concrètement vers... Vous avez évoqué des raisons tout à l'heure, hein, oui. Mais M. Alain Toussaint ici avait émis... une des causes aussi. Une des causes pour dire que les articles, la façon de... La crise du contenu. Le contenu qui n'est pas assez attractif, parce que sans doute vous manquez de moyens, mais c'est aussi un facteur que vous, en tant qu'éditeur, vous devriez prendre en compte. Est-ce que vous avez conscience que c'est là aussi un des facteurs de la désertion des kiosques? Oui, je pense que chaque organe de presse doit se remettre en cause pour voir si son contenu intéresse sa cible. Ça, c'est ce qui est normal. Mais moi, je ne pense pas que ce soit l'une des raisons principales, puisque chaque journal a sa cible. Voilà, les lignes éditoriales sont différentes et chacun a sa cible. On parlerait de renouvellement, on parlerait d'adaptation, par exemple. Oui. Voilà, il faut s'adapter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, bon, peut-être que dans le développement de notre débat, on va peut-être y arriver. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre simplement du journal. Ce n'est pas possible. Bien sûr, donc il faut vous diversifier. Il faut diversifier. Il y a quelques années, le FSDP, le Fonds de soutien et de développement de la presse, avait organisé un voyage en immersion en France, dans les rédactions, pour voir un peu comment ça se passe là-bas. Oui, je me souviens. La mode là-bas,
C'est le numérique. Non. Avant le numérique, c'est la diversification. Il y a des journaux, même lorsque nous sommes allés à Bordeaux, qui donnent des cours qu'on appelle sur le vin et tout ça. Comment apprécier le vin, le goûter et tout ça. Franchement, j'ai trouvé que les gens étaient en train de s'éloigner un peu de leur métier, mais c'est ça qui est la réalité. Oui. L'un des points importants, parce que vous avez été à Bordeaux, vous avez sans doute aussi dû entendre parler de Ouest France, le quotidien français, régional, mais c'est aussi le portage. Oui. Le fait que le matin, les journaux soient livrés à des abonnés. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'explorez pas ces pistes-là, plutôt que de vous accrocher à Edipresse, qui, à l'évidence, ne peut plus faire votre affaire? Pourquoi les éditeurs de presse ne c'est pas de trouver une autre solution, distribuer les journaux. À l'époque, le Courrier d'Abidjan l'avait fait avec Théophile Kouamouo, je crois. Oui, tout à fait. Vous pourriez peut-être vous mettre en groupement économique, c'est déjà le cas, je crois, pour vous-même distribuer vos journaux. Bon, il faut dire qu'à ce niveau-là, nous avons vraiment réfléchi à la question. Il y a 4-5 ans environ, nous avons même sorti un plan d'affaires. De récupération du réseau de la distribution. Mais pour l'instant, c'est resté dans les tiroirs parce que il faut beaucoup de moyens pour pouvoir. C'est un métier à part. Il faut beaucoup de moyens. Mais ce que je vais dire pour rassurer tout le monde, c'est que bientôt l'État, je vais dire le ministère de la Communication, organise des assises sur la distribution des journaux en Côte d'Ivoire. Bon, là, nous sommes associés à cela, je vais dire le GEPSI. Et nous sommes en train de mener actuellement, nous sommes en train de préparer ces assises-là. Ça se passe assez bien. De mon œil de novice, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais je dis, si j'étais à une de vos réunions, j'aurais peut-être dit, on a un problème et Edipresse nous pose problème. Oui. Nous, qu'est-ce que nous faisons? On a besoin de beaucoup de moyens. Est-ce qu'on se tourne, nous, en tant que groupement, vers des privés, par exemple, pour leur proposer de mettre en place un réseau de distribution? Ça allait être la proposition que j'allais faire à une réunion. Qu'est-ce que vous m'auriez répondu à cette réunion? Bon, je vous dirais de mettre ça sur la table et on analyse. Aujourd'hui, on ne peut pas rejeter une solution. On met tout sur la table et on regarde ce qui est viable. Et vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens influents. Ça met tant de temps. Pourquoi, M. Zoré? Non. Vous ne parlez pas avec le gouvernement, vous ne parlez pas avec des privés. Non, vous êtes un pouvoir. Non, mais en fait, je fais exprès pour ne pas avoir la langue très pendue. Parce que par le passé, nous avons effectivement eu la proposition d'un privé qui voulait nous proposer d'aller avec lui. Mais malheureusement, certaines pesanteurs nous empêcher d'y aller. Tout comme nous-mêmes, on a voulu reprendre le contrôle de la distribution. Ça n'a pas abouti. Mais ce n'est pas mort parce que nous allons aux assises sur la distribution. Je pense que ce sera le moment d'analyser toutes les solutions qui vont nous permettre d'améliorer un peu les choses et de mieux distribuer à l'intérieur du pays. D'accord, Président Zoré, moi j'ai une attendez ces assises. Vous aurez votre dernière question, je vous promets. Que le problème, je vous ai dit tout à l'heure que c'est 40% du territoire, et là je suis trop disant, 40% du territoire qui est couvert. Ok? Ça veut dire qu'il y a 60% du territoire à conquérir. Voilà. Donc, je pense qu'en sortant de ces assises-là, moi j'attends que la couverture soit faite sur tout le temps du territoire et que dans les hameaux les plus reculés, on ait quand même des journaux. Si les journaux arrivent, je veux dire, lorsque vous mettez un produit sur le marché, il faut quand même que ce soit présenté au client. Mais si le client ne voit même pas, comment pouvez-vous dire que les gens se désintéressent ou s'intéressent? Parce qu'actuellement, nous parlons là. Edipresse nous doit quand même 400 millions. Mais justement, oui. J'allais en parler. Ça veut dire que les journaux étaient vendus à hauteur de 400 millions. Et qu'est-ce qui les empêche de vous payer? Non, je pense qu'eux aussi, à leur niveau, ils ont des problèmes structurels. Et bon, sûrement que bon. l'État de Côte d'Ivoire. Non, c'est Edipresse. Je ne parle pas de l'État de Côte d'Ivoire. Qui a adossé à... Oui, mais l'État mais ça reste une entreprise. Oui, mais ça reste une entreprise. Voilà. Ils ont dû travailler avec l'argent. Et puis bon, ils ne sont pas reversés. Bon, voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà. Président Zoré, moi j'ai une préoccupation. Nous savons tous que la ressource première dans une entreprise de presse, c'est les journalistes. Oui. Très souvent, on a entendu que les journalistes ne bénéficiaient pas du traitement qu'il fallait de la part des patrons de presse. Qu'en est-il en réalité aujourd'hui? Quel est l'état du traitement des journalistes dans les rédactions? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les journalistes ont le traitement qu'il faut, qui leur permette
d'apporter le résultat escompté. Il y a Bon, l'air de moi, revendication corporatiste dans cette question. Non, je pense qu'il fut un moment. Si vous avez bien remarqué, lorsque la loi a été votée, le CNP qui est devenu l'ANP a suivi petit à petit les entreprises de presse jusqu'à ce que toutes les conditions soient appliquées. La loi soit appliquée dans sa rigueur. Il fut une époque où peut-être on ne payait pas les gens à la convention. Mais aujourd'hui, ces problèmes-là sont derrière nous. Mieux, l'assurance maladie. Aujourd'hui, on a la mutuelle. C'est ça. On a la mutuelle. Nous sommes tous dans cette mutuelle-là et nous payons une bonne partie pour nos employés. C'est la raison pour laquelle ça nous fait un peu mal parce que on a devant nous beaucoup d'obligations. Mais à la base, tout cela, je vais dire, la convention collective était adossée à la subvention. C'est ça, une aide de l'État. Voilà, à une aide de l'État. On nous dit, l'État va vous subventionner, mais il faudrait que vous payiez vos journalistes à la convention. C'est ça. C'est pas ça au départ, mais en cours de route, on nous a lâché. Très bien. Je voulais juste rapidement... Pendant que vous posez la question, je vais remettre à M. Zoré un stylo et le temps. Parlez en même temps et puis dessiner, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Non, mais j'attends qu'il finisse la question. Voilà, Alors, sinon j'oublierai de vous donner. on sait que la plupart des quotidiens hebdo et autres sont affiliés à des partis politiques. Pourquoi l'idée d'une concentration par bloc d'opinion n'est pas évoquée parmi vous, les éditeurs, ce qui permettrait peut-être de mutualiser les ressources humaines, les ressources financières, logistiques et autres, et puis de bâtir des vraies entreprises de presse. Voilà. Vous voyez, quand vous parlez, j'ai l'impression qu'on a fait les 360 degrés, parce que tout ça, ça a été évoqué déjà. Bon, ce sont des entreprises privées, avec des actionnaires et tout ça, etc. Bon, quand il faut se mettre ensemble, il y a forcément des étapes à franchir. Tout ça. On a bien compris. Donc, ce qui fait que... Mais par contre, ce qui est faisable, c'est de partager les charges. On peut prendre par exemple un bâtiment, on va partager les charges et tout ça, etc. Peut-être qu'au niveau même des journalistes, on peut même partager les journalistes ensemble. Il y a des charges qu'on peut partager. Oui, ça, c'est faisable. Voilà. Mais encore une fois, c'est sur la table. Voilà, toutes ces solutions-là, on peut les mettre sur la table et puis analyser. Très bien. Monsieur Lassane Zoré, pendant que je suis en train de parler, je vous Alors, l'exercice, c'est de nous sortir un... Non, il faut laisser l'inspiration s'exprimer. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'actualité vous inspire? Un artiste est libre. Voilà. Qu'est-ce qui fait la beauté de l'art? Brice, il ne faut pas l'embrigader. Il y a des artistes sur le plateau, c'est ça. Des artistes poètes. C'est ça, un peu. Qui savent manipuler les mots. On vous donne voilà, mais j'en ai tout simple. Voilà, j'ai une fiche pour vous. Décidez-moi quelque chose. Je ne garantis pas le résultat. Heureusement, il n'y a pas de stylo, donc tant mieux. Je ne garantis pas le résultat. En tout cas, nous, on a été très heureux, très heureux d'être en votre compagnie. Et puis, le score du match Comore-Cameroun est connu. 2-1 pour le Cameroun. Pour le Comore En plus de 12 cas de Covid. Oui, en plus de 12 cas de Covid. Du côté du Comore, on a fait 2-1. Carton rouge. Bon, il y a un carton rouge à la 5e minute. Un arbitrage assez douteux. Contestataire. Bon, disons ça parce que de ce que nous avons reçu comme information, même le temps additionnel, la fin du match a été sifflée avant la fin du temps additionnel. Encore. Mais il y a eu un carton rouge à la 5e minute. Non, mais moi je ne comprends pas les arbitres là. Chaque fois ils sifflent à la fin. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui les attendent là-bas. Je pense qu'il va falloir peut-être inscrire ça lors du jour de nos débats, parce que vraiment cette situation, extraordinairement, tous ceux qui sont face au Cameroun sont covidés. C'est compliqué. Extraordinairement. C'est compliqué. Après, il y a des règles, les nouvelles règles de la CAF. Mais le Covid a choisi son camp. Bon, allez, on ne va pas bouder la victoire du Cameroun. Le Cameroun a remporté sa victoire contre le Comore. Après, il y a des interprétations. Mais bon, allez, c'est le football. Les éléphants jouent le mercredi à 16h contre les pharaons d'Égypte. Après ce qu'on a montré aux Algériens, les pharaons n'ont qu'à bien se tenir parce qu'on a une équipe gonflée à bloc. On a des éléphants qui sont unstoppables. Hier, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Sérédier qui disait que tous ceux qui croiseront les éléphants vont sentir les éléphants. Il ne dit pas qu'il va forcément tout détruire, mais ils sentiront qu'ils ont joué à une équipe. Et ça nous a motivés. Ouais, après on a vu Ahmed. Bon. Oui, c'est ça, l'éléphant Ahmed. Faut pas que ce soit... Ahmed, on lui casse Même ceux qui ont croisé Ahmed l'ont senti.
l'éléphant, Ahmed. Bon, je crois que... Non, mais ça cache tout sur son chemin. Monsieur Zoré a terminé son... Wow. Ouais, je pense qu'à la Réal, on pourra présenter ce que Non, c'est. mais il faut voir déjà de quoi il s'agit. Voilà, de quoi il s'agit. Bon, vous commentez pour nos téléspectateurs en même temps. Alors, Patron de presse et journaliste. Ah oui, c'est ça. Patron de presse à pied, journaliste dans la voiture. Ben, ça, c'est une belle caricature, ça. Patron de presse à pied et journaliste dans la voiture. Mais heureusement qu'ils vont dans la même direction quand même. Non, c'est le parking. Hein. Ah, c'est le parking. C'est le parking. ça traduit quoi, Ouais. monsieur Zoré? Non, mais c'est pour dire que quelquefois, vous allez croiser des patrons de presse qui tirent le diable par la queue, et puis bon, les journalistes sont très à l'aise. Bon, C'est ça. ça, c'est une réalité. En ce moment, Voilà. en tant que Mais ça, c'est patron de presse, l'exception qui confirme la règle. Hein. Non. Très souvent, c'est ce qu'on rencontre. En fait aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire la mauvaise langue par rapport à nos collaborateurs. C'est ça. Mais de plus en plus, vous avez des journalistes qui sont Attaché de cabinet. attachés de presse, attachés de cabinet, des ministres, tout ça, etc. Eux, même s'ils ne les payent pas à la fin du mois, ils ont quand même des prébendes là-bas. Bien sûr. Mais nous, en temps, Vous avez des charges. ouais, on a des charges et eux-mêmes, on doit les payer encore. Voilà, donc c'est tout ça qui fait que, bon, à force de nous occuper des autres, ben, on est à tapette là. Voilà. Belle caricature, en tout cas. Merci, monsieur Zoré Lassane. Je rappelle, vous êtes président du GEPSI, le regroupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Vous avez bien voulu être en notre compagnie ce soir pour aborder la question de la presse papier en Côte d'Ivoire, qui traverse, on le sait, une grande crise. Et puis on espère que d'ici là, des solutions seront trouvées. Si je pourrais dire une dernière chose là-dessus. En quelques secondes, oui. Actuellement, le ministère a été vraiment Attentif. réactif, je vais dire, puisque le lundi, nous avons tenu notre Assemblée générale extraordinaire et le mardi, le ministre nous recevait déjà. Je pense que cette réaction du ministre nous a fait chaud au cœur. Parce que bon, il s'est montré vraiment à l'écoute. Attentif. Et j'avoue que on s'est revus le vendredi. Et en tout cas, il nous a bien écoutés. Il est vraiment à l'écoute de nos préoccupations. Et il a même mis en place, sur place, il a demandé au FSDP d'organiser une rencontre pour qu'on règle rapidement les problèmes. C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on ne peut pas parler de journée presse morte puisqu'on recherche des solutions. Le dialogue est en cours. Voilà, le dialogue est en cours et je pense que le ministre nous montre vraiment que Une bonne disponibilité. Que la Côte d'Ivoire est vraiment un pays de dialogue. Sinon, vous prendrez vos responsabilités. Non, Devant l'histoire. Moi, Ça, c'est la jeune, ça. C'est pas une j'ai jeune. un petit chemin pour vous, D'accord. mais qu'on n'aura pas l'occasion de voir ce soir. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui sont... Mais ça ressemble à un spermatozoïde, là. Non, Oui, ça n'a je absolument crois. rien à voir. Je crois. Mais Non, pourtant, c'est ça. Ça, c'est la presse, et puis ça, c'est ce qui aide la presse à garder la connexion. Merci Zoré, merci André, merci Alain, merci Élisée et toutes les équipes techniques et éditoriales qui se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme. Il y a Immersion. Sur Live TV. André Bois, justement, j'en parlais, vous donne rendez-vous juste après pour Immersion. Nous, c'est demain sur ce même plateau-là, à partir de 20h15 pour d'autres moments d'actualité. Et ce regard spécial sur le Burkina Faso. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur le Burkina Faso, qu'il veille sur l'Afrique de l'Ouest tout entière. À demain. Merci.